Et bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez correctement? Je suis pas sûr que le générique ait été entendu, mais en tout cas j'espère que vous allez bien. On est toujours dans les locaux de Mediapart pour un nouveau numéro d'Abonnez-vous matin. Vous m'entendez 5 sur 5, c'est formidable. Tout fonctionne, on est dans le nouveau décor, tout va bien, il n'y a pas de problème technique, on croise les doigts. Merci tout le monde d'être déjà aussi nombreux, vous êtes déjà une grande centaine, vous êtes 120 personnes déjà à suivre ce live. Abonnez-vous le matin, je le rappelle, c'est tous les vendredis de 10h à midi. Avec des invités, on reçoit des journalistes de médias indépendants, mais aussi des créatrices et créateurs de contenu sur Internet. À suivre aussi sur cette chaîne, abonnez-vous le lundi à 18h avec ma collègue Anna pour comprendre et connaître les coulisses de la rédaction de Mediapart. Je rappelle qu'il n'y a pas d'abonnement, de sub, de cheers ou quoi que ce soit sur le compte Twitch de Mediapart. Mediapart ne vit que de vos abonnements, bien sûr, donc Twitch n'est pas monétisé. Abonnez-vous. Et je vous propose, en cette pré-période de municipale, de faire... ma voix est beaucoup moins forte que la musique d'intro, me dit-on. On peut pas arrêter la musique. Alors, je disais, on va faire une série sur les municipales. On commence aujourd'hui avec la ville de Marseille, mais on parlera d'autres villes, évidemment. Et je reçois pour l'occasion Coralie Bonnefoy, qui est co-rédactrice en chef du site Mars Actu, que vous voyez apparaître à l'écran avec mon cadre qui est un petit peu aléatoire, on peut le dire. Alors, je vais régler ça tout de suite. Bonjour Coralie. Bonjour Alors, à toi, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous l'entendez correctement? Voilà, je vais mettre le cadre comme ça, ce sera un petit peu mieux. Voilà, je peux pas faire mieux. Coralie Bonnefoy, tu es co-rédactrice en chef du site Mars Actu. Mars Actu, vous les connaissez déjà, on les a déjà reçus ici, un site d'information indépendant fondé en 2010 qui couvre Marseille et sa région, les Bouches-du-Rhône pour faire simple. À noter que Mars Actu, c'est un site partenaire de Mediapart, avec notamment des enquêtes communes, mais aussi des articles de Mars Actu qui sont publiés sur notre site. Vous pouvez les lire, bien sûr. Ça résonne, vous me dites. Alors peut-être que c'est simplement l'audio du bureau. Voilà, je vais voir un petit peu si ça marche mieux. Des enquêtes communes publiées sur notre site. Donc, je disais, on lance une série sur les municipales. On commence donc avec Marseille en premier lieu, puisqu'on va parler plus largement des Bouches-du-Rhône. Marseille avec son maire sortant, Benoît Payan, qui se représente. Il l'a annoncé récemment. En 2020, Michel Rubirola avait été élu sur une liste d'union de la gauche, reprenant la ville à la droite, qu'il a dirigée depuis 1995 avec Jean-Claude Gaudin. Cette union de la gauche qui a dirigé Marseille donc pendant ces dernières années, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? C'est une vraie question. C'est une question qu'on a posée au maire sortant d'ailleurs lors de la conférence de presse où il s'annonce officiellement. Lui explique que le printemps marseillais, qui est le nom de cette vaste coalition, que le printemps marseillais est entier, qu'il est toujours là. Avec toutes ses composantes, le PS, le PC, ELV et des collectifs citoyens, pour ne citer que les principales composantes. Ce qu'on a senti néanmoins dans cette entrée en campagne, et on l'a d'ailleurs écrit, c'est que parce que Benoît Payan est sortant, parce qu'il n'a pas été élu sur son nom en 2020, l'entrée en campagne s'est faite autour d'une incarnation très forte, d'une personnalisation très forte autour de lui, autour de son nom. Donc, qu'est-ce qu'il en reste ? Il en reste du printemps marseillais encore des composantes et je pense à une sincérité dans ces différentes composantes à y adhérer. Mais il en reste aussi un chef, un leader, qui est Benoît Payan et qui, je pense, a très envie d'être élu sur son nom. Il va faire campagne en utilisant sa marque personnelle, si je peux utiliser cette expression. Et puis, également le printemps marseillais, mais peut-être un petit peu moins frais, spontané qu'en 2020. Il y a une personnalisation en fait qui s'est faite avec le temps et aussi cette particularité à Marseille où il y a eu une maire élue, Michel Rubirola, qui a démissionné très rapidement et qui était elle sur une étiquette Europe Écologie. Ce qui fait dire, je l'ai vu dans le chat déjà, quelqu'un dit les élections étaient volées par le PS, en fait, ce qui a une espèce de ressentiment aussi vis-à-vis de cette démission à Marseille. Oui, alors c'est un point qui est utilisé depuis 5 ans et demi sans cesse par la droite. La droite a fait campagne et a été dans l'opposition sur ce point et fait campagne sur ce point, c'est-à-dire
on a voté on a élu une maire qui s'appelait Michèle Rubirola, et puis les dés étaient pipés d'avance et finalement on a eu un socialiste qui est le maire non élu. C'est comme ça que la droite appelle Benoît Payan. Donc il y a ces éléments de langage sont très travaillés par la droite depuis 6 ans et à gauche cette sensation d'un switch un peu pipé, un peu joué d'avance, elle existe aussi, notamment chez les écolos. Mmh. Effectivement, comme tu l'as souligné, il y a eu un courrier qui a été écrit en interne chez les écologistes qu'on avait rendu public à l'automne, courrier qui a rendu furieux Benoît Payan, où effectivement les écolos accusaient Benoît Payan d'entrisme au sein de ELV, c'est-à-dire de faire rentrer des cartes, de prendre le pouvoir à l'interne de ELV pour être maître aussi de ce mouvement-là, et ils accusaient par ailleurs Benoît Payan d'avoir volé l'élection. Ce ressentiment, il existe. Il faut quand même le mettre en balance avec avec la nature même du printemps marseillais, qui est une coalition. Et donc, les lecteurs qui ont voté pour Michèle Rubirola, ils votaient également pour un collectif, pour un tout. Mais c'est on va dire, ce conflit premier, il est toujours présent quand même. Il traverse encore aujourd'hui, 6 ans après. Il traverse encore la coalition. C'est encore un objet. C'est encore une plaie, clairement. Mmh. Et du côté des Insoumis, comment on se positionne par rapport à ça? Parce que les Insoumis, comme dans beaucoup de villes en France, ils ont choisi de présenter une liste séparée du reste de la gauche. Ça s'inscrit dans une stratégie nationale. Là, c'est Sébastien Delogu en l'occurrence. Comment ils ont axé leur campagne vis-à-vis de cette situation? Alors évidemment, ils appuient là-dessus. Évidemment, c'est aussi un axe de leur campagne. Sébastien Delogu, donc effectivement, est tête de liste pour la France insoumise à Marseille. Et il a pris avec lui, on le verra apparaître sur ces listes, bien sûr. Il a pris avec lui une partie des écologistes marseillais, ceux qui étaient les plus mécontents du traitement de la gouvernance de Benoît Payan pendant ces 6 dernières années. Et notamment, ils sont emmenés par Sébastien Barle, qui est un élu qu'on connaît de longue date à Marseille, qui a à chaque élection municipale créé des collectifs citoyens, et puis voilà, qui a été comme ça inclus dans différents mouvements, et qui a été adjoint à Benoît Payan depuis 2020, mais qui là a affiché une rupture. Et donc, alors que la doctrine de ELV, c'est de rallier le printemps marseillais, lui fait sécession et donc part avec Sébastien Delogu, et donc Sébastien Barle est l'un de ceux qui dénoncent l'entrisme de Benoît Payan et une gouvernance qu'on pourrait qualifiée de verticale. Et puis aussi un espèce de retour à un PS un peu traditionnel, qui est peut-être pas le meilleur exemple, le PS des Bouches-du-Rhône, où il y a eu aussi énormément d'affaires et des choses comme ça. Et on les renvoie aussi beaucoup à ça, j'ai l'impression, Benoît Payan, du côté de la gauche LFI. Oui, ça c'est une évidence. Benoît Payan a rompu avec le PS il y a plusieurs années. Donc il est maire d'hiver gauche, il dit je suis un homme de gauche. C'est quelque chose qu'il rappelle à chacune de ses interventions publiques, là, notamment depuis son entrée en campagne. Mais je ne suis plus socialiste. Pour autant, quand on creuse, comme on le fait nous à Mars Actu, on voit bien sa présence encore au sein de la Fédé PS des Bouches-du-Rhône. Il y a des hommes clés, notamment Anthony Crémeyer, qui est le maire du deuxième et 3e arrondissement. Parce que pour expliquer aux non marseillais, donc c'est une ville de PLM, donc organisée en arrondissement, mais Marseille a cette particularité d'être organisée en secteurs qui regroupent plusieurs arrondissements. Oui, c'est ça.
Donc, si vous voulez, je vous la fais courte parce que c'est pas hyper sexy, mais Marseille compte 16 arrondissements. La ville a été divisée en 8 secteurs et jusqu'à présent, les électeurs votaient par secteur, c'est-à-dire pour cette surface rassemblant 2 arrondissements. Et puis, c'était les équilibres dans ces divers secteurs qui permettaient l'élection du maire. En 2026, cette année donc, on change. Il y a une réforme qui est réforme de la loi dite PLM Paris-Lyon-Marseille qui est passée par là, et on va l'électeur marseillais aura 2 urnes face à lui. Il votera d'un côté pour le maire à la mairie centrale et de l'autre pour son ou sa maire de secteur. Voilà, comme les Lyonnais et Parisiens, pour cette année, on aura 2 bulletins. Et donc excuse-moi, donc je t'ai interrompu pour reprendre sur la question du Parti socialiste, sur cette espèce d'ancienne nomenclatura un peu socialiste. Alors Payan est à la fois dedans et en dehors, c'est un peu ça en fait. Oui, bah il se dit en dehors. Effectivement, il a autour de lui des élus de tous bords qui sont pour certains devenus des proches, des fidèles, des gens. Je pense à Olivia Fortin, maire du secteur 6-8, qui elle est issue par exemple d'un collectif citoyen qui s'appelle Man Mars. Donc il a autour de lui cette diversité, mais en même temps, on sait très bien qu'il est très présent par les hommes et les femmes clés qui sont au sein de la FEDEPS, et cette prégnance de l'appareil socialiste, on la voit également dans la construction de son cabinet, qui a vu ces dernières années le maire s'entourer de collaborateurs issus pour beaucoup du NJS comme lui, là où il a fait ses armes. Jeunesse socialiste. Voilà, le mouvement des jeunes socialistes et du PS, donc les deux endroits où il a fait ses armes politiques, de même que Arnaud Drouot, qui a été son directeur de cabinet et qui est aujourd'hui son directeur de campagne. Donc, on a fait un peu une présentation de ce qui se passe à gauche, avec la liste de LFI, la liste du PS, et qu'est-ce qu'il en est de la droite à Marseille. Alors, la candidate désignée, c'est Martine Vassal, qui est aussi présidente de la métropole ex-Marseille. Quel est son profil à cette candidate? D'où est-ce qu'elle vient et comment elle se positionne? Alors, Martine Vassal, les électeurs ici commencent à bien la connaître. Martine Vassal, elle est élue depuis l'ère Gaudin. Elle a été adjointe de Jean-Claude Gaudin par 2 fois, avant que celui-ci lui cède le fauteuil de présidente de la métropole. Parallèlement, elle est également élue à la présidence du département. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans la droite locale, d'abord à l'UMP et puis chez les Républicains. Désormais, un peu comme Benoît Payan, le parallèle n'est pas totalement anodin. Elle a lissé son étiquette, donc elle n'est plus chez les Républicains. Pour autant, on voit bien que ce sont ses amis politiques, c'est ceux dont elle s'entoure. Par exemple, une de ses porte-paroles de campagne est Laure Agnès Caradec, la présidente de la Fédé des Républicains dans les Bouches-du-Rhône. Mais dans le même temps, pour ne jamais insulter l'avenir, on va dire, Martine Vassal en 2017 a soutenu, non pas en 2017, pardon, en 2022 a soutenu Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, elle bénéficie d'un soutien, on va dire, de la droite et du centre unanime, puisqu'elle est investie par les Républicains, par Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, par Horizon, par l'UDI, etc. C'est pour elle une chance, même si on parlera de sa capacité éventuelle à gagner la mairie après, mais c'est une chance dans la mesure où en 2020, elle était déjà opposée à Benoît Payan. Elle avait fait un score de 23% au premier tour, un score
historiquement catastrophique pour la droite locale, Mm. Notamment parce que face à elle partait un dissident à droite, Bruno Gilles, qui aujourd'hui est rentré dans le giron, retourné dans le giron de la droite locale et qui fait partie de son équipe de campagne. Donc Martine Vassal aujourd'hui, elle, à la différence de la gauche, elle se présente à la tête d'une droite unie. Pour autant, elle éprouve forcément des difficultés puisque à l'extrême droite, il y a une poussée RN non négligeable. Mm, mm. On va parler, je pense, Oui, aussi. bah, c'est une transition parfaite. Effectivement, c'est un petit peu le dernier gros candidat qui restait. Alors, il y a d'autres petits candidats dont on parlera peut-être un peu moins, mais en tout cas, effectivement, le RN, qui, selon les sondages, est en position de force particulièrement. Alors, Marseille a toujours eu des scores RN importants pour une grande ville, mais là, il est, je crois, dans les sondages que j'ai vus, à 30% des intentions de vote au même niveau que Benoît Payan, et au point où ils ont même demandé à Martine Vassal de se retirer, ce qu'elle a refusé. Mais donc ça montre aussi la position un peu de force du RN dans cette course à la mairie marseillaise. Oui, alors, si on parle d'aujourd'hui, effectivement, on a, selon les enquêtes d'opinion, alors c'est toujours très, très difficile de se baser là-dessus, mais Oui. on a un RN qui oscille entre 25 et 35, hein, en gros, selon les enquêtes d'opinion. Et puis, si on s'en tient au scrutin récent, donc les législatives, les européennes, et puis les précédentes législatives, ben, on voit bien que le Rassemblement national fait ici de très gros scores. Donc, je pense très honnêtement qu'il y a quelques mois encore, quand on discutait avec Franck Alizio, donc le leader départemental du Rassemblement national, Marseille ne faisait pas partie des objectifs du mouvement. Mmh. Ce qu'il visait, c'était des petites communes autour de Marseille. On pourra éventuellement en parler aussi, mais Oui. notamment sur le pourtour de l'étang de Berre, où il y a un vote FN historique installé depuis des décennies. Mais Marseille, par sa sociologie, ne faisait pas partie de ses objectifs. Là, il y a un double effet. Il y a un changement du mode de scrutin, dont on a parlé. Hein. Voilà, on n'est plus sous le système de la loi PLM. Donc, il y a ce changement qui va favoriser en fait naturellement le concept de la liste unique. Et puis il y a on va dire la musique RN, hein, la préemption des idées d'extrême droite et du champ politique d'extrême droite sur le discours en général. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui on entend que l'extrême droite. Mmh. Les médias peuvent se poser la question de leur rôle au passage sur cette espèce de monopolisation du discours par l'extrême droite. Voilà. Et c'est vrai que ça aussi, ça joue. On voit bien, on entend, nous aussi, dans nos reportages, des électeurs, y compris dans les quartiers populaires de la ville, nous parler de sécurité, nous parler d'immigration, nous parler de narcotrafic, comme si la ville n'était tissée que de ça. Et Mmh. donc, voilà, ça c'est d'un coup, on a senti cet effet ciseau et je pense que effectivement là aujourd'hui, le RN est en position d'arriver premier au premier tour. Ouais. Est-ce qu'après il sera élu? Je pense qu'il y a plein de scénarios qui peuvent se jouer. En tout cas, cette présence RN, elle est non négligeable. Mmh. Tu parlais de l'infusion des idées d'extrême droite, notamment dans la sphère médiatique, mais là, dans le chat, il y a pas mal de gens qui disaient Martine Vassal aussi a repris les discours de l'extrême droite. Donc, en fait, il y a aussi une infusion dans le champ politique. Est-ce que tu la constates, toi, dans cette campagne, ce début de campagne à Marseille? Oui, alors ça, c'est une évidence. En fait, si on s'imagine une sorte d'échiquier ou en tout cas de ligne, Martine Vassal et les Républicains, l'UMP, les Républicains, jusqu'à présent, ils avaient un espace politique. Maintenant, ils en ont plus en fait, parce que Payan, il essaye d'aller jusqu'au centre gauche dépassé, et puis à partir du centre gauche dépassé, on est sur le centre droit, on est sur Renaissance,
Renaissance ici, c'est Renaud Muselier, le président de la région. Et son directeur de cabinet, Romain Cimarano, fait partie va faire partie des listes de Martine Vassal. Et à partir de Renaissance jusqu'au RN, finalement, c'est le même discours. Si on schématise, c'est le même discours. On ne parle que de sécurité, on ne parle que d'immigration en liant les deux, évidemment, parce que c'est ça la dialectique. Et puis, même si elle s'en défend, Martine Vassal n'a pas trouvé d'espace pour exprimer autre chose que cela. Et donc, on voit bien depuis son entrée en campagne au mois de septembre dernier, elle oscille tout le temps. Alors, d'un côté, elle dit jamais d'accord avec le RN, je combats le RN, et en même temps, elle distille une petite musique au gré de ses interviews où elle s'autorise des phrases comme j'ai des valeurs communes avec le Rassemblement national. Quand on lui a posé la question il y a quelques semaines encore d'un éventuel accord avec le RN au soir du premier tour, elle a dit on verra. Et ça a généré quand même un tollé, notamment chez les représentants de Renaissance locaux. Je pense à Sabrina Agresti-Roubache, ancienne secrétaire d'État à la ville, qui est marseillaise, une proche d'Emmanuel Macron, qui a poussé un coup de gueule en disant non, on peut pas dire ça. Donc il y a eu une sorte de rétropédalage de Martine Vassal, mais même si aujourd'hui elle assure qu'il n'y aura pas d'accord d'appareil, je voudrais bien savoir ce que ça veut dire en fait entre sa candidature et celle du RN. Aujourd'hui, on n'a pas une position claire de Martine Vassal sur le sujet, et effectivement, elle louvoie quand même beaucoup, il me semble, à l'égard du RN pour essayer de draguer tout simplement ses électeurs, quoi. Et du côté de Benoît Payan, on a une stratégie qui est assez classique quand on est en premier ou deuxième au coude à coude avec le RN, c'est de dire c'est eux ou moi, quoi. C'est-à-dire il n'y a que moi, je suis la seule alternative, et ça c'est la stratégie qu'il a décidé d'employer, de ce que j'ai vu dans cette campagne par rapport au Rassemblement national. Oui, complètement. Donc là, il y a eu notamment, on est vendredi, mardi ou mercredi, et a été publié chez nos confrères de la Marseillaise un sondage qui est commandé par l'équipe du Printemps marseillais, l'équipe de Benoît Payan. Et évidemment, ce sondage met ça en avant. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, Alizio Payan, Alizio 30%, Payan 30%, les autres derrière, Martine Vassal autour de 23%, Sébastien Delogu autour de 12-14%, je me Oui, c'est souviens ça, plus, moi j'ai vu pardon, 14. les chiffres m'échappent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce qu'on induit là pour les lecteurs de gauche marseillais, c'est la notion du vote utile. Ce qu'on induit là, c'est écoutez, vous faites comme vous voulez, mais voilà, moi je suis le vote utile, et donc on induit d'ores et déjà ce duel comme celui du second tour. Ce qui est discutable, ça l'est pour les présidentielles, mais ça l'est encore plus pour les municipales, parce que les règles d'accession au second tour sont pas les mêmes. Donc la question du vote utile pourrait être un peu plus débattue que pour une présidentielle. Oui, on pourrait tout à fait avoir une quadrangulaire au second tour. Mathématiquement, alors les maths, c'est pas forcément ma matière favorite. Moi non plus. Mathématiquement, c'est tout à fait possible. On pourrait avoir un Franck Alizio qui arriverait en tête avec 30% qui se maintiendrait, Benoît Payan qui arriverait en second ou en tête avec peu ou prou le même score qui se maintiendrait, Martine Vassal à 23 se maintiendrait, et Sébastien Delogu dépassant les 10%, quel que soit le chiffre qu'il fera, pourrait lui aussi techniquement se maintenir. Donc si c'est ce scénario-là qui se passe, bon voilà, le RN a des chances d'être élu.
Oui, c'est le simple jeu des municipales où un peu tout, la part d'incertitude est assez, importante. Pour préparer l'émission, on avait parlé un petit peu de la spécificité de la ville de Marseille qui a cette caractéristique d'être une très grande ville avec des scores du RN importants, ce qui n'existe quasiment pas dans d'autres grandes villes, hein. Si on regarde Paris ou Lyon, on voit que les scores du RN sont très bas par rapport au niveau national. Comment ça s'explique ça, historiquement et sociologiquement, ces scores de l'extrême droite dans la ville de Marseille? Bah, déjà, c'est vrai que nous, quand on est observateur de cette ville depuis longtemps, c'est peut-être un petit peu terrible à dire, on n'est plus surpris. Mmh. On n'est plus surpris depuis effectivement maintenant plus d'une vingtaine d'années. Les scores ici de l'extrême droite sont extrêmement euh, sont élevés et vont s'augmentant. Mmh. Ça, c'est vrai que nous, c'est une donnée qui ne nous surprend plus. Donc, si on prend les dernières échéances, hein, on a notamment des députés qui sont élus de manière ultra confortable, et y compris dans les quartiers nord pour le RN. Ça s'explique par une sociologie qui est plus complexe qu'elle peut sembler être quand on ne connaît pas la ville. Les quartiers nord, par exemple, ce ne sont pas que des quartiers populaires. Ce sont des quartiers populaires où, historiquement, les populations soit n'ont pas le droit de vote parce que elles sont d'origine immigrée et que elles ne peuvent pas voter, soit que elles ont perdu la foi pour celles qui peuvent voter parce que elles ont longtemps été manipulées notamment par les forces de gauche, hein, le PS, le PC, qui promettaient beaucoup et qui finalement, une fois aux affaires, donnaient peu à ces populations. Donc il y a déjà cette population-là. Et puis, il y a à Marseille ce qu'on appelle les noyaux villageois. Donc si on connaît un peu la ville, on sait que notamment les quartiers nord sont hérissés effectivement de grands ensembles, mais que entre ces grands ensembles, il y a des petits espaces avec des petites maisons, des petits villages, Mmh. des subsistances de petits villages qui entouraient Marseille précédemment. Et là, on a une population de classe moyenne qui ne veut plus de cet environnement de cité. Subit aussi des désagréments non négligeables, hein, comme la présence du narcotrafic qui est très violente par endroits. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et donc cette population-là, dans ces coins-là, se sont vraiment installés des bastions du Front National d'abord et du Rassemblement National ensuite. Mmh. Et puis sur les extérieurs de Marseille, historiquement, notamment, je pense au pourtour de l'étang de Berre ou à Vitrolles, par exemple, à Marignane, où le RN a été élu, hein, au milieu des années 90, faut s'en souvenir quand même, c'était il y a 30 ans. Eh bien, on a une sociologie de gens qui se sont installés là, notamment de rapatriés d'Algérie, qui ont nourri la pensée d'extrême droite et qui ont amené à l'extrême droite locale de nombreux cadres. Mmh. Par rapport à cette extrême droite, on a pas mal parlé de propos d'extrême droite, des questions, migratoires, de sécurité, beaucoup de questions sur lesquelles la mairie n'a pas de prise d'ailleurs, ce qui est aussi un classique des campagnes municipales, de mettre en avant des éléments sur lesquels le maire pourra rien faire. C'est quoi les enjeux qui sont mis en avant de cette campagne? Alors bien évidemment, on a parlé de narcotrafic, il y a eu l'assassinat de Mehdi Kessassi, hein, qui a été un choc dans tout le pays, mais on a aussi les enjeux de logement, hein, qui sont très importants à Marseille avec la vétusté, les Airbnb. De quoi on parle maintenant dans la campagne municipale? Donc je vais y revenir, mais enfin, c'est vrai que la première thématique euh, enfourchée notamment par l'extrême droite et par Massal, qui encore une fois est entré en campagne bien avant Benoît Payan, la première des thématiques, c'est la sécurité.
Donc avec des phrases parfois lunaires. Martine Vassal elle explique qu'elle a peur d'aller sur le Vieux-Port, se promener sur le Vieux-Port. Voilà. Encore une fois, il faut le répéter, ce sont des compétences de l'État. C'est régalien, la sécurité et notamment la police nationale. Pour autant, la gauche veut pas rester les bras ballants et donc promet elle aussi plus de sécurité. Et notamment Benoît Payan qui, là, pendant ce mandat, a déjà doublé les effectifs de police municipale, promet de les doubler encore dans le mandat à venir. En dehors des questions sécuritaires, effectivement, le point du logement est un point clé. Là-dessus, ça fait partie, il me semble, des éléments qui, dans le bilan du printemps marseillais, sont positifs. Alors, si on remonte un petit peu le temps, on revient au 5 novembre 2018 et la déflagration des effondrements de la rue d'Aubagne, donc de 2 immeubles extrêmement vétustes de cette rue de l'hypercentre marseillais qui s'effondrent et font 8 morts. À ce moment-là, la négligence de la mairie de l'époque à traiter ces questions saute aux yeux en même temps que l'état d'indignité d'une partie du parc privé dans l'hypercentre marseillais, peut ajouter, et dans certaines grandes copropriétés des quartiers populaires. Oui. Sous Gaudin, il y a eu une première, on a enclenché un petit peu déjà une sorte de rattrapage. Et là, depuis l'arrivée du printemps marseillais, il faut quand même louer une volonté de lutter contre l'habitat indigne. Alors, ça prend du temps parce que c'est très lent. Il y a eu donc la création d'une société publique, une SPLAIN. Je fais grâce de tout le déroulé de cet acronyme, mais une société publique dans laquelle se retrouvent la ville de Marseille, la métropole et l'État pour lutter contre l'habitat indigne. On voit apparaître là, l'exercice est lent, on voit apparaître aujourd'hui les premières rénovations voilà, on va dire que ça commence à devenir concret. Et sur l'aspect Airbnb, comme d'autres grandes métropoles européennes, Marseille a soudain germé sur la carte du tourisme européen. Donc les commerçants et les restaurateurs autour du Vieux-Port en sont ravis. Des propriétaires qui louent du meublé touristique aussi, les personnes qui doivent se loger à Marseille un peu moins. Et donc la ville a mis en place un certain nombre de mesures pour lutter contre. Ça a été une véritable explosion. On va dire sur les années 2023-2024, des meublés touristiques. Donc là aussi, c'est à mettre, il me semble, au crédit de la mandature qui s'achève, d'avoir travaillé ça. Et les premiers effets se font sentir, même si on a encore des histoires complètement abracadabrantes. On révélait il y a pas longtemps dans Mars Actu que un propriétaire avait transformé un local commercial, une ancienne pharmacie en Airbnb avec jacuzzi et tout, et alors que bon, il n'avait strictement aucune autorisation pour changer de destination ces espaces commerciaux, quoi. Comment se positionnent les autres parties par rapport à ça? Parce que l'enjeu du tourisme est important. C'est vrai qu'on a encore vu, je crois, je sais plus quel journal des États-Unis a fait un classement disant les villes à visiter. Il y avait Marseille dedans. Enfin, il y a aussi une espèce de mise en lumière de Marseille qui est aussi importante. C'est un enjeu aussi pour les différents candidats et candidates. Oui, alors
Typiquement, si à gauche, je veux dire à gauche parce que globalement, aussi bien chez LFI qu'au Printemps Marseillais, on s'inquiète par exemple de la fréquentation, de la surfréquentation de Marseille, notamment à travers les bateaux de croisière, hein, qui génèrent une pollution réelle dans l'hypercentre. À droite, on promeut notamment le tourisme des croisiéristes, en avançant des chiffres de dépenses que ferait chaque croisiériste, qui sont totalement invérifiables. Donc on a comme ça vraiment deux façons d'aborder la ville, qui sont très différentes. Après, il s'agit pas de dire que le tourisme c'est tout mauvais et que ça n'a pas d'intérêt. Forcément, encore une fois, les commerçants en bénéficient, mais c'est vrai qu'on est sur deux visions extrêmement opposées de la manière de faire du tourisme, de la manière d'accueillir du tourisme, entre là pour le coup la droite et la gauche, quoi. Puis la question aussi, je pense, qui s'accompagne, c'est celle de la gentrification, dont on parle aussi beaucoup à Marseille. C'est quelque chose aussi qui est abordé. Oui, bah là, alors c'est pareil, c'est un peu la même réponse que sur la thématique précédente. C'est deux visions qui sont très différentes. Euh, L'embourgeoisement visible de certains espaces de la ville, bah, la droite va s'en féliciter, hein. Il y a des quartiers où effectivement aujourd'hui euh, à Marseille, le Marseillais le Marseillais qui est né là ou le Marseillais de longue date va avoir du mal à reconnaître certains quartiers Mm. parce que bah, oui, il y a un vrai phénomène de gentrification. Donc il va être ce phénomène va être décrié par une partie du personnel politique à gauche, va être tout à fait accepté et encouragé par la droite locale qui voit une amélioration, une façon de dépaupériser le centre-ville. Or, en fait, la réalité, c'est qu'il y a des poches. C'est que cette ville, elle est. C'est aussi pour ça que quand on est journaliste, elle est intéressante. Cette ville, elle est complexe. Et c'est pas en ayant trois cafés qui font des matchas à 5 euros, que dis-je, 8, et des cours de yoga, qu'on lutte véritablement contre les poches de pauvreté qui sont encore extrêmement intenses, par exemple en centre-ville. Mm, mm. Alors, on a un petit peu débordé, mais c'était très intéressant. Mais on a parlé de Marseille essentiellement. En même temps, c'est la plus grande ville du département. Mais je voulais aussi parler un petit peu d'autres endroits. On les a un petit peu évoqués. Tu as parlé notamment de la commune de Martigues, autour de l'étang de Berre, qui a une histoire intéressante parce que c'est un bastion communiste historiquement, hein. Aujourd'hui, il y a toujours un maire PCF, alors qu'aujourd'hui, il a, je crois, 83 ans, j'avais regardé ça. Il y a le RN en embuscade qui fait des scores très très élevés dans la commune. Et c'est aussi une illustration de cette recomposition électorale d'anciennes villes ou d'actuelles villes implantées où s'implantait le Parti communiste, où le Rassemblement national arrive avec des scores très très élevés. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette région-là? Mmh. Oui, Martigues, c'est un cas extrêmement intéressant. Martigues, c'est vraiment le bastion communiste parce que bah, on est sur les bords de l'étang de Berre, on est sur la pétrochimie, l'industrie. On est sur voilà sur toute cette zone-là qui a longtemps vécu sans se poser de questions, hein, sur la pétro-industrie locale. Et donc on vivait bien, on vivait très bien là, et on votait communiste parce que voilà, il y a une vraie culture ouvrière dans cette ville. Et puis bah ça va moins bien, l'industrie, et donc on a vu, alors que ça semblait totalement insensé il y a encore quelques années, on a vu le RN faire des scores de plus en plus importants et solides là-bas, jusqu'à ce qu'arrive presque l'impensable, c'est-à-dire qu'aux dernières législatives, Pierre Dharréville,
Mmh. qui était finalement celui que tout le monde voyait comme le futur maire de Martigues, a été battu aux législatives par Emmanuel Foucard, Mmh. donc pour le RN. Donc dans la Et Circo et là, à Martigues, hein. Mmh. pardon? Donc à la fois dans la Circo et dans la ville de Martigues, elle-même, hein. Ouais, tout à fait. Et du coup, eh ben, on se retrouve avec ce dauphin du maire de Martigues qui perd aux législatives. Et donc, eh bien, le maire rempile. Alors, il a 83 ans, il a des affaires qui sont complexes, hein, voilà, qu'on a relatées dans Mars Actu, des problématiques de probité et de conflits d'intérêts notamment. Et du coup, voilà, on est sur une interrogation. Ce maire très âgé, 83 ans, qui repart en lice, alors que le RN est extrêmement puissant. On se dit qu'il n'ira sans doute pas au bout de son mandat, qu'il lâchera peut-être la rampe à un moment donné. Est-ce que c'est pour euh, comment dire, justement placer dans une position plus favorable à un successeur? Voilà, pour l'instant, il l'exprime pas, mais là, clairement, dans cette ville-là, le risque RN, il me semble très fort. Mmh. D'autres villes, autour de cette région où ce risque est aussi présent? Alors, j'en parlais tout à l'heure, tout le pourtour de l'Étendard, où il y a une tradition de vote d'extrême droite ou de droite extrême, ce qui revient à dire à peu près la même chose. Donc, Vitrolles et Marignane ont été gérés par le RN dans les années 90. Il y a eu, il y a peu, des municipales partielles à Rognac, parce que la maire avait utilisé à des fins personnelles une carte bleue de la commune. C'est une enquête qu'on a sortie en mai 2024 à Mars Actu. Et bien à l'issue de ces municipales partielles, c'est le RN qui l'a emporté dans cette petite ville de 12 000 habitants qui est limitrophe avec Vitrolles. Ce que ça dit, c'est que sur toute cette zone, le RN, qu'il en porte l'étiquette ou non, est très puissant. C'est aussi là qu'est élu Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône et par ailleurs leader du RN départemental. Donc Mmh. en fait, je pense qu'il y a des villes qui vont rester à l'extrême droite, typiquement Marignane, dont le maire Éric Ledissès a fondé fondé un parti en fait qu'il a appelé le RPR. Mmh. Voilà, Ceux qui ont la ref, ceux qui ont comme moi un certain âge se souviennent de ce parti, dont faisait partie Jacques Chirac notamment. Donc ils ont fondé ce parti, mais qui était finalement à une échelle locale, l'UDR, l'Union des droites, de prônée Ciotti, hein. par Ciotti. Euh, euh, Comme cet homme, Éric Ledissès, est resté proche de Martine Vassal, bah, il reste vice-président, par exemple, de la métropole. Lui, en fait, il n'a pas besoin de l'étiquette RN. Il assume des propos totalement d'extrême droite. Et je pense qu'il va être élu haut la main, peut-être même au premier tour, au soir des municipales. Euh, donc, on n'a pas besoin d'avoir l'étiquette RN pour être élu autour de l'étendard et défendre les idées d'extrême droite. J'en veux pour preuve la création par le Rassemblement national au niveau départemental d'une sorte de label qui s'appelle la Provence qu'on aime. Et là, en fait,
il me semble que c'est une idée politique assez maligne de la part du RN, qui est la suivante. On dit aux petits maires dans ces communes, euh, pars avec notre label. Tu n'as pas besoin d'adhérer au RN. Tu pars avec notre label. Nous, on te soutient, ou en tout cas, on met personne face à toi. Hmm. Donc, tu peux prendre des gens du RN sur ta liste si tu veux, hein. Mais en retour, donc on va aider finalement à ton accession au pouvoir, mais en retour, tu dois nous aider à la métropole. Hmm. Tu dois voter pour le RN à la métropole. Donc là, ce que fait le Rassemblement national dans les Bouches-du-Rhône, c'est exploiter une sorte de zone grise entre le RN bien affiché et puis la droite traditionnelle qui sait plus où elle habite. Et des maires d'hiver droite, on va dire, qui sont dans cet interstice-là. Localement, il y en a beaucoup. Et donc pour l'instant, il y a pas encore eu officiellement énormément d'adhésion à ce label, la Provence qu'on aime. Mais je pense que pas mal de petits maires vont se faire élire comme ça. C'est une forme d'entrisme en fait de la part du RN qui essaie de récupérer des gens qui voudraient pas forcément s'afficher avec une étiquette parce qu'on sait que les maires, surtout dans les petites villes, ont un peu une difficulté à s'afficher d'une étiquette politique particulière. Il y a un peu une frilosité par rapport à ça. C'est un moyen aussi de les récupérer. Mais on peut se poser la question aussi de la question de tromperie vis-à-vis des électeurs, simplement si la situation est pas si claire que ça. Oui, après dire aujourd'hui en France, les maires ont tendance à gommer leurs étiquettes. Donc je dis pas que c'est bien, mais voilà, c'est un fait. On n'est plus, on est sans étiquette. On est des fois il faut aller chercher véritablement dans les décisions prises par un conseil municipal pour essayer de cerner quelle est l'étiquette d'un maire, notamment dans les petites communes. Donc c'est là-dessus que joue le RN et politiquement c'est assez malin. Oui, bien sûr qu'il y a une forme de j'entends ce que tu dis, hein, il y a une forme on avance masqué. Oui. Mais encore une fois, dans une grande ville, un maire qui dit qu'il est d'hiver gauche ou Christine Vassal qui dit qu'elle est sans étiquette, c'est aussi avancer masqué. Oui, mais je pense qu'un peu partout, effectivement, moins à gauche, mais en tout cas pour un peu trouver à quel parti appartient quel candidat, quel est son parcours politique, alors que parfois il y a des adhésions à des partis de façon très claire. En voyant l'affiche de campagne, faut faire un peu des recherches quoi pour pour trouver d'où parle la personne, effectivement. Et d'autant plus qu'ils ont enlevé pour les étiquettes pour les villes de moins de 1500 de moins de 1500 habitants, donc ça joue aussi. Peut-être, j'avais aussi un sujet qui est un peu particulier. Alors, tu m'avais dit que c'est une ville qui n'était pas vraiment dans votre zone, mais que tu pouvais un peu l'évoquer quand même. On va parler de la ville d'Arles, où il y a la spécificité d'avoir une liste d'union de la gauche incluant LFI, donc ce qui est quand même assez rare vu la stratégie nationale du parti. Est-ce que tu peux parler assez rapidement de la situation de cette ville? Oui, Arles, ça a longtemps été un bastion de la gauche départementale, hein, puisque s'y sont succédés Michel Vauzel, ancien ministre, ancien président de la région, et Hervé Schiavetti, qui lui n'était pas socialiste mais communiste. Et qui voilà qui ont fait que Arles a longtemps été la ville de gauche un peu importante dans le département. Arles, c'est particulier parce que Arles ne fait pas partie de la métropole Aix-Marseille. C'est pour ça que nous, on est un peu moins, on traite un petit peu moins ce territoire-là, qui pour autant est tout à fait intéressant. En 2020, c'est Patrick de Carolis, donc ancien homme de télévision, arlésien de naissance, qui a été élu sous une étiquette centriste. Et Horizon, je crois. Aujourd'hui, oui, voilà. Il a été longtemps à couteau tiré avec Renaud Muselier, le président de la région, référent Renaissance, qui est lui-même passé par les Républicains avant, qui bon, il s'entendait très mal et Renaud Muselier faisait tout ce qui était en son pouvoir pour lui sabonner la planche. Renaud Muselier sait très bien faire ça. Les voilà rabibochés et donc
Renaud Muselier le soutient, ce qui fait que il n'a pas sur sa droite d'opposants déclarés, mais effectivement face à lui, emmené par Nicolas Coucas, une liste d'union de la gauche, voilà, qui là, en l'espèce, et c'est effectivement une singularité à signaler, va partir unie dans cette ville qui a connu des mutations fortes ces dernières années. Hein. L'implantation de tout le réseau culturel porté par Maya Hoffman autour de la fondation Luma a fait muter la ville. Voilà, pour de bonnes choses et de mauvaises choses. Là aussi, on peut évoquer un tourisme qui va croissant, une difficulté à se loger parce que pour les Arlésiens, parce que là aussi un nombre de locations touristiques exponentielles. Donc voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas l'objet peut-être de ce débat, mais en tout cas la ville a muté. Donc je pense que de son ADN de gauche ouvrière voilà cet ADN pardon il a muté et donc je ne sais pas quelle sera l'issue du scrutin, mais il me semble qu'aujourd'hui Patrick de Carolis est plutôt en position de force. Pour terminer, peut-être parler de la façon dont vous, à Mars Actu, vous allez traiter les municipales. Qu'est-ce qui est prévu autour de ce scrutin pour vous? Plein de choses. Donc j'invite toutes les Marseillaises et tous les Marseillais qui nous regardent à s'abonner parce que nous sommes, voilà, comme tu l'as dit, un média d'investigation indépendant. Indépendant, ça veut dire qu'on ne vit que sur les abonnements de nos lecteurs. Nous en sommes très fiers. Parfois c'est compliqué, mais nous y tenons. Donc nos abonnés et futurs abonnés que vous êtes, eh bien, si vous nous suivez pendant ces municipales, vous allez avoir à lire beaucoup de choses parce qu'on a renforcé l'équipe pendant la période des municipales pour essayer d'être partout à la fois. Et l'actu est très dense. On a plusieurs projets pour donner de l'ampleur à ces municipales, outre le traitement qu'on offre au quotidien. On a une newsletter qui démarre demain, samedi, 17 janvier, voilà, c'est ça, je me trompe pas dans la date. Donc demain, une newsletter dédiée aux municipales avec tous les papiers qu'on y consacre. Et notamment, on a plusieurs types de papiers différents. Évidemment, les reportages traditionnels, mais aussi bien sûr des décryptages et notamment des bilans. On lance là toute une série sur les bilans à la fois de Martine Vassal à la tête de la métropole, puisque l'élection municipale ne peut pas être traitée sans se pencher en même temps sur le travail de la métropole. Et puis les bilans de Benoît Payan, on va faire également des tutos parce que voilà, comment ça marche cette élection, vu qu'elle change, il y a pas mal de choses qui vont évoluer, donc on va vous raconter tout ça. Et puis aussi des reportages auprès des gens qui sont loin de ces municipales, parce que à Marseille, on l'a dit, il y a aussi des populations qui voient tout ça de très loin, sans s'y investir, en se sentant parfois un peu dépossédés de cette de ces moments-là qui sont pourtant cruciaux pour eux comme pour le reste du territoire. Et bah très bien, voilà, et plein d'autres choses. plein de choses sur Mars Actu Et plein d'autres choses que j'oublie, sans doute.
J'ai mis les liens pour les newsletters parce que je vois Mars Actu qui veut poster les liens dans le chat, mais il y a que la modération qui peut poster des liens. Donc je vous mets les liens pour les abonnements et pour la newsletter municipale de Mars Actu. Si jamais vous voulez Merci. suivre tout ça, si vous êtes à Marseille et dans la région de Marseille. Et ben merci beaucoup à toi Coralie Bonnefoy. Tu es co-rédactrice en chef de Mars Actu, média d'investigation indépendant. On se retrouve nous après pour la revue de presse dans 5 petites minutes, mais je te remercie encore pour avoir fait ce petit point sur les enjeux des municipales autour de Marseille. J'espère que ça vous aura intéressé. Là, le replay sera sur YouTube dans les prochaines 24 à 48 heures comme d'habitude, et vous pouvez toujours bien sûr regarder sur Twitch dès la fin de ce live le replay, et on se retrouve tout de suite après une petite pause. À tout de suite tout le monde.